Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Norvège et je donne la parole à son Excellence Subramaniam Jaishankar, ministre des Affaires extérieures de l'Inde. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée générale, je vous adresse mes salutations et namaskar de la part de 1,4 milliard de personnes du Bharat. J'adresse mes félicitations au président de l'Assemblée générale, son Excellence, M. Philemon Yang. Nous appuyons pleinement le thème de notre 79e session, à savoir « Ne laissez personne pour compte ». Madame la Présidente, nous nous réunissons dans cette salle à un moment particulièrement difficile. Le monde n'a pas encore fini de se relever des ravages de la pandémie de Covid-19. Une guerre en Ukraine entre dans sa 3e année. Le conflit à Gaza est en train de connaître des ramifications de plus en plus larges. Dans le Grand Sud, les plans de développement ont été déraillés et les objectifs de développement durable sont en recul. Mais ce n'est pas tout. Des pratiques commerciales injustes menacent des emplois, tout comme des projets non viables augmentent les niveaux de la dette. Et toute connectivité qui bafoue la souveraineté ou l'intégrité territoriale prend des connotations stratégiques, notamment lorsque ce n'est pas une entreprise partagée. Les avancées technologiques qui, pendant longtemps, ont été une source d'espoir, sont aujourd'hui autant de facteurs d'anxiété. Les événements météorologiques gagnent en intensité et en fréquence. La sécurité alimentaire est tout aussi inquiétante que la sécurité sanitaire. En réalité, le monde est aujourd'hui fragile, polarisé et frustré. Aujourd'hui, il est difficile de se parler. Il est encore plus difficile de trouver des accords. Et ce n'est certainement pas ce qu'envisageaient nos pères fondateurs lorsqu'ils ont créé les Nations Unies. Madame la Présidente, près de 8 décennies après sa création, il y a près de 8 décennies, les premiers pas ont été pris pour créer cette organisation à Dumbarton Oaks. Cela a été finalisé à la conférence de Yalta, puis approuvé à San Francisco. Le débat de l'époque tournait autour de la manière de garantir la paix mondiale, une condition sine qua non de la prospérité mondiale. Aujourd'hui, la paix et la prospérité sont en danger. Et cela, Madame la Présidente, c'est parce que la confiance a été érodée que les processus ont failli. Les pays ont extrait davantage du système international qu'ils n'y ont injecté de fonds, l'affaiblissant par la même occasion. Nous voyons cela très clairement dans les crises et dans les défis. La réforme du multilatéralisme est donc un impératif. L'urgence de cet appel est soulignée par le thème de notre session. Ne laissez personne pour compte. Assurer l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine. Mais nous ne pouvons pas y arriver avec une organisation des Nations Unies paralysée lorsqu'elle fait face à des divisions, des conflits, au terrorisme ou encore à la violence. Nous ne pouvons pas y arriver non plus si l'accès aux aliments, aux carburants, aux engrais est compromis. Le fait de capter les marchés sans restriction nuit aux moyens de subsistance et au tissu social des autres. Les pays développés, en se dérobant à leurs responsabilités en matière d'action climatique, sapent les perspectives de croissance des pays en développement. Lorsque la crise des ressources compromet la réalisation des ODD, ce sont les économies et la dignité humaine qui sont en danger. Alors, si tel est l'état du monde,
notre organe doit se poser la question suivante. Comment cela a-t-il pu se produire? Les problèmes, finalement, sont le résultat de plusieurs éléments, des manquements structurels, des calculs politiques, des intérêts égoïstes et le mépris pour les autres. Alors, il est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé par ce que nous vivons aujourd'hui. Après tout, il y a tellement de dimensions au problème, tellement d'éléments de l'équation, et dans le même temps, le paysage est en train d'évoluer. Mais tout changement doit commencer quelque part. Et quel meilleur endroit qu'ici, là d'où tout est parti. Nous, les membres des Nations Unies, devons aujourd'hui, de façon sérieuse et ciblée, nous employer à cette tâche. Pas parce qu'il s'agit d'une compétition d'influence pour occuper des positions. Il se fait que si nous n'agissons pas, la situation ne fera qu'empirer. Et donc, bien plus de personnes seront laissées pour compte. Madame la Présidente, alors que le monde se penche sur ces préoccupations, l'Inde a cherché à y apporter des réponses de plusieurs manières. Tout d'abord, nous avons mis l'accent sur les franges vulnérables de notre population, les femmes, les agriculteurs et les jeunes. Et nous avons également élaboré des politiques ciblées ainsi que des initiatives pour améliorer la situation. Un accès à l'eau, à l'électricité, au gaz pour la cuisson a transformé la vie de millions de personnes. Le fossé entre les femmes et les hommes commence à se resserrer dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais également sur le lieu de travail. Nos producteurs de denrées alimentaires bénéficient d'un soutien financier en un seul clic. Et le troisième mandat de notre gouvernement a fait des compétences des jeunes une priorité absolue. Deuxièmement, en élargissant les opportunités en matière d'emploi et d'entrepreneuriat, y compris par le biais d'incitatifs pour la formation à grande échelle, 495 millions de prêts ont été fournis à de petites entreprises au cours de la décennie dernière. 67% de ces entreprises appartiennent à des femmes. Autre élément très parlant, 6,5 millions de vendeurs ambulants ont reçu l'équivalent de 8,85 millions de prêts Svanidhi. Cela, en l'espace de 4 ans seulement, 45% des bénéficiaires sont des femmes. Troisièmement, en créant des canevas qui peuvent être déployés ailleurs, nous pouvons améliorer la fourniture numérique des services publics et de la gouvernance. Les médicaments et les institutions sanitaires sont accessibles et à bon marché. L'infrastructure numérique et les pharmacies sont des exemples de ce que l'Inde a à offrir. C'est également une vision alternative qui montre que la technologie peut être utilisée pour donner des moyens d'action, non pour dominer. Quatrièmement, en encourageant le Sud global à parler d'une seule et même voix et à se réunir. C'est dans cette volonté que nous avons convoqué 3 sommets mondiaux du Sud. Le dernier s'étant tenu en août 2024. Cinquièmement, nous contribuons au bien-être des biens communs et en répondant aux besoins urgents des personnes qui sont en difficulté. Nous avons lancé des projets dans 78 nations. Nous avons fourni des ressources aux voisins. Nous avons répondu à des situations difficiles en fournissant des médicaments et en assurant la sécurité maritime. Madame la Présidente, étant donné l'ampleur de la transformation en cours en Inde, chacune de ces dimensions souligne que les problèmes du monde peuvent être réglés. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons créer une tendance positive. J'en suis convaincu. Madame la Présidente, dans ces temps troublés, nous pouvons offrir à nouveau l'espoir et relancer l'optimisme. Nous pouvons démontrer que des changements sont possibles et
dans une période de temps pas si longue que cela. Et rien de plus puissant que le potentiel transformateur du numérique. Et nous avons vu son impact dans nos vies quotidiennes en Inde au cours de la décennie dernière. Ça se voit à travers les avantages, les prestations publiques, l'appui nutritionnel ou l'aide au logement en matière d'énergie, de santé. Lorsque les petites entreprises, à travers des prêts ou les agriculteurs, bénéficient de ces prestations, les vendeurs dans les rues ou les travailleurs expatriés peuvent utiliser les fintech dans leurs transactions régulières. Lorsque les services et les prestations se font de façon plus transparente, moins de personnes seront laissées pour compte. Voilà, Madame la Présidente, l'expérience et la pertinence de l'Inde. Ces possibilités de bons qualitatifs conjuguées à des politiques centrées sur les personnes et un leadership visionnaire peuvent véritablement changer la donne. Lorsque l'Inde atterrira sur la Lune et déploiera son dispositif 5G, répartira des vaccins et utilise la FinTech, eh bien, nous sommes en train de lancer un message. Notre vision, c'est celle de Viksit Bharat, une Inde développée. Madame la Présidente, une cause importante pour beaucoup de laissés-pour-compte, c'est l'injustice du modèle de mondialisation actuel. La surconcentration de la production a nuit à beaucoup d'économies, créant un impact négatif sur l'emploi et la stabilité sociale. Il s'agit de démocratiser la production mondiale, de bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes, d'assurer des services numériques fiables et d'épouser une culture open source. Tout cela va promouvoir une prospérité élargie. Il y a des économies, des réponses économiques, tout comme il y a des réponses sociales. Madame la Présidente, les Nations Unies ont toujours dit que la paix et le développement vont de pair. Toutefois, lorsque l'un ou l'autre est remis en question, on ne s'attache pas à l'autre. Clairement, il y a des implications économiques pour les plus faibles d'entre nous, et il faut souligner cela. Mais dans le même temps, il nous faut reconnaître que les conflits eux-mêmes doivent être résolus. Le monde ne peut pas céder à la fatalité face à la violence à grande échelle. Nous ne pouvons pas non plus rester passibles face à ces conséquences. En Ukraine ou à Gaza, la communauté internationale cherche une solution rapide. Ces sentiments doivent être reconnus et il faut qu'ils soient suivis d'action. Madame la Présidente, les Nations Unies sont le témoignage vivant des principes convenus de commun accord et des objectifs communs. Le respect du droit international et de nos engagements est plus que jamais important. Si nous voulons assurer la paix et la stabilité mondiale, alors ceux qui cherchent à diriger doivent donner le bon exemple. Nous ne pouvons pas céder aux violations de nos piliers mêmes. Le terrorisme est antonymique de tout ce que nous défendons. Toutes les formes et manifestations de terrorisme doivent être rejetées de façon résolue. La sanction des terroristes par les Nations Unies ne doit pas être empêchée par des raisons politiques. Madame la Présidente, beaucoup de pays sont laissés pour compte en raison de circonstances qui échappent à leur contrôle. Mais certains font des choix conscients, malheureusement avec des conséquences désastreuses. J'en veux pour exemple notre voisin, le Pakistan. Malheureusement, ces méfaits affectent d'autres également, notamment ses voisins. Lorsque ce pays instille du fanatisme dans son
sa population. Son PIB ne peut être mesuré qu'en termes de radicalisation et ses exportations sous forme de terrorisme. Aujourd'hui, nous voyons le mal qu'il cherche à infliger aux autres et à sa société. Ce qui lui arrive, c'est du karma. Il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Madame la Présidente, une nation qui ne fonctionne pas fait du mal à sa nation. Nous avons entendu des affirmations très bizarres depuis cette tribune. Permettez-moi donc de dire notre position de façon très claire. La politique de terrorisme transfrontière du Pakistan ne réussira jamais et qu'il soit assuré qu'il ne jouira pas d'impunité. Bien au contraire, ces actions appelleront forcément des conséquences. Ce qu'il faut régler entre nous, c'est la libération du territoire illégalement occupé par le Pakistan. Il y a également cet attachement de longue date du Pakistan au terrorisme dont il doit se débarrasser. Madame la Présidente, notre monde est de plus en plus pluriel et divers. Les Nations Unies, au départ, comptaient 51 membres. Nous voici à 193. Le monde a changé profondément et nos préoccupations et nos occasions également. Pour remédier à l'un et à l'autre et pour renforcer notre ordre mondial, les Nations Unies doivent être la plateforme mondiale pour trouver des terrains d'entente. Et cela ne peut pas arriver si nous restons anachroniques. De grandes parties du monde ne peuvent pas être laissées pour compte lorsque l'on décide de questions essentielles. Et des Nations Unies plus efficaces, plus efficientes, plus représentatifs et qui répondent à son mandat et à l'époque est essentiel. Envoyons donc un message clair depuis cette Assemblée générale. Nous sommes déterminés à ne pas être laissés pour compte, en travaillant ensemble, en partageant nos expériences, en mutualisant nos ressources et en renforçant notre détermination. Nous pouvons changer le monde pour le meilleur. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Inde de sa déclaration.